Bienvenue sur le podcast Sauce Secrète de 24, coproduit avec la Founder Family. Mon nom est Farid Arabe, entrepreneur et podcasteur. Je suis actuellement à Nantes pour une édition spéciale du Web Today où nous allons interviewer des profils différents et intéressants pour connaître leur sauce secrète. Donc nous sommes actuellement dans le studio d'Audencia et nous sommes avec Laure de Play My Tech. Laure, est-ce que tu nous entends ? Je vous entends très bien et ma sauce secrète, c'est les Lego. Donc alors, on est là ensemble pour une dizaine de minutes à peu près, voire un peu plus parce que je pense qu'on est en capacité de déborder. Play My Tech, qu'est-ce que c'est ? J'explique la technologie blockchain avec des Lego. La technologie blockchain, pour faire très bref, c'est ce qui sous-tend Bitcoin et toutes les innovations du Web3, le métavers, la décentralisation, la finance décentralisée, les DAO, les fameux NFT, les tokens non fongibles qui sont attachés, qui sont en fait des certificats de propriété ancrés sur une blockchain et donc à vocation infalsifiable. Blockchain, c'est encore, on peut dire Web3 ou pas ? On peut dire Web3 aussi, oui. Donc c'est à partir de la blockchain qu'on peut considérer qu'aujourd'hui on est rentré dans le Web3, quoi. C'est un début. C'est un début. Quand tu dis avec des Lego, alors déjà on va rentrer un peu là-dessus pour comprendre un peu ton métier. Donc c'est quoi ? C'est des Lego physiques, on arrive sur place, c'est un atelier, c'est en présentiel ? Ouais. C'est moi qui vais en général chez mes clients, donc qui sont des banques, des avocats, Orange par exemple, IT, l'armée aussi. Je dis pas quelle branche, mais j'ai... Donc tu lui fais jouer là, Exactement. au logo là. Alors j'ai pris une photo avec les manches d'uniforme, parce que j'ai pas pris les personnes en photo, les personnels, mais ils étaient d'accord pour les manches d'uniforme autour de mes Lego. Tout à fait. Je touche moi aussi les Lego, mais dans un atelier normal, en fait, les participants manipulent les Lego parce qu'en fait, on crée ensemble une blockchain. On représente nous-mêmes, chaque participant représente un certain nombre d'acteurs et d'interactions sur une blockchain. Donc, ils comprennent physiquement, en fait. Tu spatialises. Exactement. Je mobilise l'intelligence kinesthésique, donc l'intelligence du corps, pour comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est cet écosystème, comment ça marche, et pour le comprendre beaucoup plus vite et beaucoup plus en profondeur. Parce que c'est très difficile d'oublier, en fait. Et le retour, quand on arrive, et à la fin de la journée, les gens ils te disent quoi ? C'est quoi leur retour ? J'ai une avocate qui m'a dit un truc génial. Elle m'a dit, c'est vraiment génial ton truc parce qu'on est obligé de comprendre. Moi, je suis venue avec plein d'a priori contre les sales crypto-monnaies, le trading, c'est pas bon. Et elle a dit, en fait, j'étais obligée de comprendre. On ne peut pas oublier. Et d'autres retours, c'est les gens qui disent, je comprends enfin, alors que je lis des articles et que j'écoute des confs depuis 6 mois. Ça y est, j'ai tout compris. Donc si moi je peux... Si je comprends, ta sauce secrète aujourd'hui, c'est le learning by doing. Ouais, mais by doing métaphoriquement, puisque du coup, je ne fais pas coder les gens, oui. Mais je leur fais vraiment créer une modélisation concrète en Lego de ce qui se passe, de vraiment tous les concepts. Si on fait un focus, on arrive, on est dans une salle, toi tu es là, tu nous donnes des Lego, tu nous représentes une sorte de blockchain, ça veut dire un petit peu comme une sorte de, j'allais dire pour un vélo, une chaîne de vélo où chacun a une petite chaîne. Comment ça se représente ? Alors c'est vertical, c'est-à-dire que le premier bloc, le bloc de la genèse, donc le début d'une blockchain, c'est le bloc blanc. Et ensuite, on va empiler, on va enregistrer ensemble des informations, mais on va le faire de manière décentralisée. On va décider de quelle information va être enregistrée. Et donc, ça va créer, par exemple, les informations sont représentées en rouge et jaune pour le premier bloc, après le bloc de la genèse, donc le deuxième bloc, en fait. Et quand on va décider de qui fait le minage de ce bloc, qui va obtenir la récompense en bitcoin, etc., eh bien... il va poser sur son bloc genèse un bloc orange, parce que rouge et jaune, ça fait orange pour ceux qui suivent, et tout le monde, de manière décentralisée, va mettre à jour sa copie de la chaîne, et donc va se retrouver avec le deuxième bloc posé, et ça va continuer, troisième bloc, quatrième bloc. Et... Ça dure combien de temps ? En combien de temps on peut apprendre ça ? Alors, dans l'idéal, j'aime bien former sur 4 fois 2 heures. Et c'est ce que j'ai fait avec des avocats, etc. Pour qu'il y ait une vraie digestion et que la compréhension elle soit... Voilà. Mais déjà, honnêtement, si on fait 1 heure, 1 heure et demie, un peu la session d'intro, le kick-off, il y a pas mal de gens qui disent wow, c'est tellement énorme la valeur qu'on a eue qu'en fait, on n'a pas besoin de vos services pour la suite. On est opérationnel. Je dis, zut, c'est pas du bon marketing. Mais voilà. Et c'est combien de personnes tu peux former au maximum ? Alors, de combien ? Là aussi, dans l'idéal, quand c'est vraiment où on veut aller vraiment au fond et au bout des choses, c'est 10 personnes par atelier. Et du coup,
toutes leurs questions remontent, toutes les questions intelligentes, bêtes, etc. Et du coup, la connaissance, elle est 99%. Quoi. Et elle est partagée. Et elle est partagée. Et elle est partagée. Et alors, le truc de fou, ce qui est très différent de tous les autres formateurs à ce jour que je connais, c'est qu'en fait, je peux avoir dans la même salle, et ça, je l'ai fait chez Deloitte, la cellule blockchain de Deloitte dans une tour à la Défense. Il y avait dans la même salle des gens qui étaient experts techniques sur la blockchain depuis 7 ans et des gens qui juste venaient d'apprendre le mot, en fait. Et il n'y a pas de problème, personne s'ennuie. Parce que du coup, ce qui est fou, c'est que ça leur crée un langage commun. C'est-à-dire qu'après, ils peuvent enfin, parce que beaucoup d'experts, en fait, souffrent de ne pas pouvoir communiquer l'impact que ça peut avoir. De vulgariser, quoi. Ils n'y arrivent pas. Il y a des gens, ils en parlent autour d'eux depuis des années et ils ont arrêté parce qu'ils disent tout le monde me prend pour un dingue. Personne ne comprend l'impact que ça a, cette décentralisation de l'infrastructure. Alors, et maintenant, si on parle un peu plus, si on prend de la hauteur un peu en termes de macro, toi, tu penses qu'aujourd'hui, alors, bon, on est au mois de juin, on est en 2022, il y a eu un crash encore un de la blockchain, enfin pas de la blockchain, du Bitcoin. D'autres ont suivi, il y a eu des crashs de monnaie, certains ont dit. Aujourd'hui, cette techno, on l'associe très souvent au Bitcoin. Parce qu'elle a été créée pour le Par Bitcoin, le Bitcoin, ouais, par le tout à Bitcoin. fait. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que finalement, on va beaucoup plus loin qu'une simple monnaie. C'est qu'il y a d'autres utilisations aujourd'hui de la blockchain. Donc, il y en a dans le domaine du droit avec les contrats. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre finalement ? C'est quoi un petit peu pour quelqu'un qui est novice, qui nous écoute, qui se dit bah tiens, la blockchain, je connais, je sais que c'est pour le Bitcoin, je sais qu'il y en a eu pour le droit, mais est-ce qu'on a trouvé une limite finalement pour l'instant à cette industrie ? On est vraiment tout au début. Donc c'est un peu comme Internet au début. Moi j'ai eu le début d'Internet et c'était ouais ok on peut écrire des faux articles de journaux avec plein de fautes et ça s'appelle des blogs. On n'avait pas un peu vraiment pris la mesure de la chose. Et voilà, donc on est vraiment tout au début. Je pense qu'il y a des choses très très intéressantes qui se font sur l'identité décentralisée, sur le fait d'avoir la propriété totale de ces données et de ne communiquer que la donnée qui est intéressante. Pour un cas d'usage hyper simple, c'est par exemple aller voir un film interdit aux moins de 18 ans. Eh bien, en fait, la personne peut présenter son identifiant décentralisé qui va simplement signaler oui ou non. Et non pas son deuxième. Exactement. Lui donner l'accès s'il a plus de 18 ans et ne pas lui donner l'accès, mais il ne va pas montrer son adresse, là où il est né, son deuxième prénom, etc. Qu'on va pouvoir garder sur une autre utilisation ou le qualifier, en faire une base de données. Donc ça va juste dire oui ou non. Il rentre pas. Donc aujourd'hui, le fait d'être anonyme, est-ce que ce n'est pas aussi un danger ? Ça, je sais pas. Moi, je pratique pas en fait. J'avoue que je pratique pas du tout les activités anonymes. Je suis toujours dox, comme on dit. Il y a mon nom partout. Mon Twitter, c'est mon prénom et mon nom. Enfin, je suis complètement dox. Donc, je sais pas. Faut poser la question à des gens qui sont vraiment. Je sais ont envie de cet anonymat. Voilà, j'ai des proches, ils tweetent en ligne de commande. Donc, attention, quoi. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est hyper important. Je pense que vraiment, en sortant de mon cas personnel, effectivement, cette idée de pouvoir être anonyme quand on veut, c'est effectivement un garant de la protection des libertés individuelles. Vraiment, pour les autres aussi, pour ceux qui, comme moi, trouvent ça, j'ai pas envie, c'est ennuyeux d'être anonyme. Si on prend aujourd'hui la blockchain aussi dans les crypto-monnaies, on parlait tout à l'heure un petit peu en off, mais pour nous aujourd'hui en France, ça peut être un gadget, ça peut être de la spéculation, mais dans certains pays aujourd'hui, c'est vraiment pris au sérieux, comme on parlait tout à l'heure de la Centrafrique, comme d'autres pays. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui d'un État qui utiliserait et qui se dirait ok, on a compris aujourd'hui la valeur de ce que ça pouvait être pour nos citoyens, on va le mettre en place. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui de ceux qui ont déjà essayé, ceux qui ont essayé ? Alors le truc marrant, c'est plutôt s'ils ont vraiment bien compris, ils vont laisser l'accès plutôt que le mettre en place en fait. Je pense qu'un des problèmes au Salvador, qui a donc adopté le Bitcoin comme monnaie légale depuis plus d'1 an, donc le Centrafrique c'est maintenant, là c'est en cours, c'est qu'ils ont fait le Chivo Wallet. Ils ont fait un airdrop avec un wallet, donc un portefeuille qui était téléchargeable par les citoyens, etc., mais qui était fait par l'État salvadorien. Et ça, c'est un problème. Voilà. Effectivement, il faut faciliter l'accès à l'infrastructure blockchain, qui n'est pas toujours très digeste, on va dire. L'UX, donc le design n'est pas toujours très light. En revanche, faciliter l'accès de manière décentralisée ou en tout cas open source, avoir des choses qui sont publiques, avoir des choses qui ne sont pas faites par l'État. Voilà. Et par exemple, parce que la blockchain, alors, du peu de ce que j'ai en tout cas appris dessus, c'est que
on décide ensemble de certaines choses. Mais qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, la totalité, donc je crois que c'est qu'il faut 50% à peu près du regroupement de ceux qui sont sur une blockchain pour décider s'il y a un fork, pour décider s'il y a un changement, c'est ça? Alors, c'est beaucoup plus en fait. Sur Bitcoin, c'est beaucoup plus. C'est pour ça que c'est conservateur en fait comme écosystème. Et des fois, on est frustré, on dit mais pourquoi ils sont pas plus innovants? En fait, Bitcoin, il est designé, il est conçu en fait pour protéger la valeur et la liberté financière, pour créer une alternative financière. Elle n'est pas créée pour remplacer la monnaie, les monnaies centrales. Il est conçu pour protéger la valeur de la monnaie et la liberté d'utiliser son argent comme on veut. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui... Et donc, il n'est pas innovant du tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut plus de 90% d'acceptation pour faire une modification sur Bitcoin. Par exemple, la dernière... et c'est même des modifications toutes petites. Mais par exemple, Taproot. Voilà. Taproot a été accepté à 95%. Et est-ce que tu penses aujourd'hui que le Bitcoin n'a pas été galvaudé parce qu'à la base, c'est quand même une idée pour la liberté et aujourd'hui, c'est devenu la spéculation? C'est pas devenu, en fait, Bitcoin n'a pas changé. Ça a attiré des spéculateurs. Et alors, c'est pas du tout, c'est pas mon approche. Je ne suis pas spéculatrice du tout. J'aime beaucoup l'innovation et j'ai une approche un peu investisseur, même si j'ai un petit portefeuille. J'aime bien repérer des projets qui me plaisent et mettre des montants dessus et garder. Je suis une hodleuse, en fait, donc je suis pas tradeuse du tout. Mais je trouve ça utile, vraiment utile, qu'il y ait cet attrait des traders et des gens qui sont là que pour la thune, qui ne s'intéressent pas au contenu du projet, qui ne s'intéressent à rien d'autre que est-ce que je vais gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, avec cette avidité qu'ils ont, en fait, ils amènent aussi beaucoup de capital. Et au final, une partie de ce capital qu'ils amènent va pas seulement dans la poche des autres traders qui ont été meilleurs qu'eux, va aussi dans la poche des développeurs, des équipes qui créent des produits qui sont très souvent open source et donc où ils n'ont pas forcément un revenu de ce qu'ils ont créé, quoi. Donc ça fait venir de l'argent dans l'écosystème. C'est pas mon truc, mais c'est pas c'est pas mal non plus. C'est plutôt utile, de faire venir. Et aujourd'hui, cet argent, quand on gagne du Bitcoin, il est fongible. Comment on fait aujourd'hui pour le récupérer? Est-ce qu'en France, ça a été légiféré ou pas encore? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On a du Bitcoin. Je sais qu'on peut payer des impôts dessus parce qu'on doit déclarer qu'on a du Bitcoin ou des monnaies ou des crypto-monnaies. Mais comment aujourd'hui, quand on est On ne paye pas d'impôts tant qu'on a... C'est considéré comme des actions. Aujourd'hui en France, ça change, etc. Et ça dépend des endroits. Aujourd'hui en France, c'est considéré en gros comme des actions. Donc si on ne l'a pas vendu, si on continue à avoir du Bitcoin et si on n'a pas acheté quelque chose qui a une valeur identifiable avec, c'est-à-dire que si j'achète une Tesla en Bitcoin, forcément, on va évaluer la valeur de ma dépense et on va considérer qu'à ce moment-là, j'ai réalisé les profits éventuels que j'aurais fait sur mon Bitcoin. Mais si j'ai acheté mon Bitcoin à 60 000 et que quand j'achète ma Tesla, mon Bitcoin il vaut que 30 000 et j'ai acheté une Tesla avec, en fait, j'ai une perte en capital. Donc, je ne vais pas payer 30% de flat tax puisque je peux prouver que je l'ai acheté à 60 000. C'est seulement le gain qui est taxé, flat tax. Donc finalement aujourd'hui, tu enseignes le blockchain, tu enseignes la crypto-monnaie. Est-ce que il y a des gens qui sont intéressés un petit peu à parler avec toi de NFT? Oui, alors là, beaucoup plus. Avec les avocats, on a vraiment forcé là-dessus aussi. Smart contract, forcément, avec les avocats, smart contract et NFT. Les NFT, c'est un cas d'usage qui est hyper intéressant. Donc, il faut vraiment bien distinguer en fait entre la technologie et les possibilités d'une technologie et les cas d'usage qui sont réellement quand est-ce qu'elle va devenir vivante, quand est-ce que plein de gens qui ne sont pas... proches de la techno ou techno eux-mêmes vont adopter et vont utiliser, vont bénéficier en fait de cette techno. Ouais, que ça descend dans les chaumières. Quoi. Exactement. Donc les NFT, c'est un cas d'usage super intéressant qui est très clair en fait pour les gamers, qui voient très bien ce que c'est, avoir des skins in-game et pouvoir échanger, pouvoir garder la propriété de ce qu'ils ont créé dans un jeu, etc. Je ne suis pas gameuse non plus, donc voilà. Mais, et sur le marché de l'art, c'est énorme aussi. Sur la musique, par exemple, c'est très intéressant. J'ai discuté avec quelqu'un de Energy hier, puisque autant... on va dire une œuvre qui serait purement visuelle peut être copié-collé. On dit bah oui, je la possède pas, mais c'est pas grave, je la montre quand même, puisque le NFT ça n'est qu'un titre de propriété, c'est pas l'œuvre elle-même. Mais dans la musique, ça peut être très intéressant parce que ça peut donner des micro droits d'auteur à chaque fois que le morceau de musique est joué. Il y a une traçabilité de l'œuvre, quoi. Une traçabilité qui peut repartager le... Voilà. Ouais. Et on remplace la SACEM avec ça ?
Décentralisé? J'en sais rien. En tout cas, la SACEM, si vous nous écoutez, ce serait pas mal de prendre une petite formation là, vite fait. Voilà. Et de faire des Lego? En Lego, bien sûr, parce que vous allez comprendre beaucoup plus vite, en fait, en souffrant beaucoup moins. Donc, Parce qu'aujourd'hui, moi, de ce que je comprends aujourd'hui sur les NFT, moi, je suis informaticien, je suis un gamer. Et j'ai beaucoup d'amis, moi, en tant que développeur, qui, aujourd'hui, avaient une vraie problématique sur leur business model en tant que créateur. Parce que quand on va sur Instagram, quand on va sur les réseaux sociaux, les gens donnent finalement de leur savoir, impossible de protéger leurs œuvres, copier, recopier, impossibilité d'avoir une traçabilité. Et j'ai l'impression que le NFT vient, pas du tout cette fois-ci pour moi comme quelque chose de spéculatif, mais pour dire, à partir d'aujourd'hui, la création, elle peut être protégée et elle peut être aujourd'hui intéressante de pouvoir travailler dans ce domaine-là et y en vivre, quoi. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment une réinvention du droit d'auteur, qui est très intéressant. Et qui est mondialisé parce que la problématique qu'on avait sur le droit d'auteur, c'est que selon où on était par rapport au pays où on était, on n'avait pas le même droit. Oui, c'est ça. Protège ta marque. Mais où ça? Ah bah en France. Ah d'accord. Oui, non, mais en fait, j'ai pas vocation à rester en France. Et est-ce que finalement, quand on regarde la blockchain, les NFT, le fait d'avoir cette techno-là, c'est pas l'une des premières, c'est pas un nouveau droit d'auteur, un nouveau droit, mais mondial? Oui. Je pense que comme ça vient en fait de vraiment l'origine. L'origine, c'est un nouveau système alternatif monétaire mondial avec pas de porte d'entrée, pas de porte de sortie. Tout le monde rentre et sort comme il veut. C'est pareil pour effectivement les NFT, puisque c'est c'est ça qu'il faut comprendre. C'est très intéressant. C'est cette infrastructure qui est révolutionnaire. On va pouvoir faire des trucs complètement stupides avec, et on va pouvoir faire des trucs qui sont vraiment brillants et vraiment positifs. Donc à vous de jouer, quoi. Bah écoute, super, merci. Donc, de ce que je comprends, si on veut comprendre ces domaines qui sont assez complexes, nouveaux, récents, de le comprendre facilement, de manière spatiale, avec de la pensée kinétique, c'est ça? Kinesthésique, c'est le corps en fait. C'est quand c'est l'intelligence du corps. Et donc, on vient voir alors, ta société. Play My Tech. Le nom de domaine? playmytech.com. Sur Twitter PlayMyTech, Instagram PlayMyTech. Et tu es mobile, c'est sur toute France, dans le monde? Je vais déménager en région parisienne. Pour l'instant, je suis à Nantes, mais je déménage très bientôt. Et je suis mobile, je suis anglophone depuis très très longtemps. Donc je peux tout à fait, j'ai même presque plus de plaisir à m'exprimer en anglais. Donc je peux, voilà, je suis mobile. Et alors juste quand même une petite question, parce qu'on est au Web Today, qu'est-ce que tu penses de l'événement? J'adore. C'est depuis que je suis à Nantes, je suis une fidèle. J'habite là, je pars en panique quand j'ai pas ma place et que j'ai pas de quoi la payer la veille au soir. J'appelle tout le monde et tout. Donc je me suis débrouillée à chaque fois pour être au Web Today. J'adore l'événement. C'est à la fois très pointu au niveau technique. Il y a vraiment des choses de très grande qualité. Pas technique dev nécessairement. Ça peut être vraiment des réflexions très intelligentes sur l'avenir de la société, sur des mouvements comme ça liés à la tech. Et en même temps très sympa comme ambiance. Moi, je trouve que c'est un événement où on dépose la cravate, on dépose le costard, on se dit voilà, c'est bon. C'est ça, il y a le côté sympa, mais c'est vraiment qualitatif, quoi. C'est ça. Ouais. C'est qu'on a, alors nous, on a dans la Founder Family, qui est notre structure, on a un petit proverbe qui dit soyons sérieux sans se prendre au sérieux. Voilà. Ça sera le mot de la fin. Merci Laure, et puis à bientôt sur les ondes. Merci beaucoup.